Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo pour un petit peu faire le point sur ce breakout de Bitcoin. On va principalement parler ici de news et de news qui sont pour certaines plutôt bullish, à savoir un potentiel retour des institutionnels, des millions des institutionnels. Vous savez que j'explique beaucoup ici sur ce channel qu'on a besoin de ces millions-là pour faire bouger une market cap aussi grosse que Bitcoin. Aujourd'hui, ça ne sont pas l'arrivée des retails qui va pouvoir faire bouger le prix au-dessus de l'ancienne ATH, mais c'est vraiment la mise en place d'un marché très bull au niveau des institutionnels principalement. Donc on passe tout de suite en partage d'écran. J'en profite ici pour vous dire que si vous appréciez ce contenu, etc., de vous abonner sur le channel, de surtout pas hésiter à mettre un petit like, un petit commentaire, etc. Alors sur l'action de prix, on va passer assez vite parce que j'ai fait quelque chose d'assez complet hier sur les niveaux techniques à vérifier ici. Vous comprenez ici qu'on sort de cette figure en triangle ascendant, c'est-à-dire une résistance horizontale et une oblique qui soutient le prix vers le haut. Triangle de contraction duquel on sort, donc on casse la figure. Cette figure a une target autour des 53-54 000 dollars. Donc du coup, voilà, pas grand-chose à dire, si ce n'est que attention, puisqu'on a une poche de liquidité là ici qui attend beaucoup de longueurs qui sont rentrées ici sur ce niveau-là. Donc au niveau entre le prix actuel et les 41, on aurait beaucoup ici de liquidité à prendre. Voilà pour l'action de prix. Maintenant, on passe tout de suite directement aux news. Principalement pour moi, dans les news les plus importantes du jour, c'est que visiblement, peut-être que des pourparlers sont en train d'aboutir doucement du côté du conflit Russie-Ukraine. Donc ça, c'est très important pour les marchés. Si jamais on se libère ici, en tout cas que la narration se détend un petit peu à ce niveau-là, bien entendu que surtout la narration de la potentialité du nucléaire, on va dire, qui était un petit peu tendue sur les marchés dernièrement, peut-être que ça peut aider le prix ici à aller vers le haut. Par rapport au retour des institutionnels, j'ai plusieurs choses à dire, puisque là, maintenant, on va passer vraiment au Bitcoin directement. D'abord, bien entendu, Grayscale. Alors, Grayscale, vous le savez, c'est le plus gros trust autour du Bitcoin, avec le management de plus d'une trentaine de milliards de dollars en valeur. Et on a un problème avec Grayscale, c'est que ils ont normalement un premium, c'est-à-dire que vous payez, on va dire, un Bitcoin papier un petit peu plus cher parce que en fait, ça permet des arbitrages. Vous pouvez le prendre en même temps. Enfin, ça avait permis un arbitrage durant toute la phase des achats du GBTC. Ici, malheureusement, l'arbitrage il est plutôt inversé, c'est-à-dire qu'on a un discount sur Grayscale. Donc du coup, il va falloir qu'on absorbe ici toutes ces 640 000 bitcoins à moins 30%. Il va falloir absorber toute cette demande avant de pouvoir réellement passer à, on va dire, un nouveau bull run. Et ça, c'est très important à comprendre parce que Grayscale aujourd'hui, à l'heure actuelle, a tout intérêt à ce que son trust soit transformé, c'est-à-dire qu'on ne parle plus du GBTC, mais soit transformé en ETF spot. Et ça fait plusieurs fois que Grayscale présente ce projet à la SEC, la Security Exchange Committee, je pense que ça doit être ça, c'est-à-dire en fait comme la commission des opérations en bourse française, c'est l'autorité de régulation des marchés. Ça fait plusieurs fois qu'il est présenté des projets de TS Spot et aujourd'hui Grayscale a commencé à dire nous allons poursuivre en justice la SEC. Donc quand vous avez un géant comme Grayscale qui a 30 milliards d'assets en gestion, qui commence à dire qu'ils vont poursuivre la SEC, déjà ça veut dire qu'ils pensent être bien entendu dans leurs droits. Donc ça, c'est très important. Et donc, ils pensent potentiellement, bien entendu, gagner ce procès. Donc, l'arrivée d'un ETF spot est très importante. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'un ETF déjà? Bon, ben, on va dire que si vous achetez un droit sur un Bitcoin, vous achetez pas directement un Bitcoin, vous achetez un droit sur un Bitcoin. Donc, vous n'avez pas directement dans votre bilan des bitcoins, mais vous avez, c'est plus un petit peu comme des actions que vous auriez achetées, donc vous n'avez pas de crypto-monnaie directement dans votre bilan.
certaines institutions ont besoin de passer par les ETF pour pouvoir investir, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas réellement mettre des bitcoins directement dans leur bilan. Donc du coup, ils passent par ce type de mécanisme pour le faire. On a eu des ETF qui ont été votés, qui ont été acceptés, mais qui sont tous des ETF basés sur les contrats dérivés, qui ne sont pas des ETF sur le spot. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'achat d'un ETF, d'un bitcoin papier type ETF, ne force pas la personne qui émet ce papier à acheter un vrai bitcoin, à baquer avec un vrai bitcoin cet achat au spot. Et si jamais aujourd'hui, comment dire, Grayscale, vous le comprenez ici, c'est 640 000 BTC, ne serait-ce qu'en BTC, hein, 30 milliards ici de BTC en fait, hein, tout simplement. Ça correspond à 4% de l'offre totale, je crois, quelque chose comme ça. Ici, si jamais Grayscale était accepté en spot, l'arbitrage changerait. C'est-à-dire que vous auriez potentiellement du Bitcoin à moins 30% si jamais vous prévoyez que cet ETF va être accepté. Donc ça, c'est très important à comprendre. J'ai passé un petit peu de temps là-dessus pour vous expliquer vraiment que c'est vraiment très important à comprendre que de facto, l'acceptation d'un ETF spot, donc que Grayscale, le trust Grayscale, soit transformé en ETF Bitcoin serait extrêmement boule, puisque ça permettrait un arbitrage en longue, c'est-à-dire que les gens achèteraient bien évidemment ces bitcoins-là. Grayscale a bien évidemment les reins suffisamment solides pour lancer ce type d'ETF et est forcément dans les favoris pour lancer le premier ETF spot de la planète. Donc ça, c'est très important à comprendre et c'est quelque chose qu'on suivra de très près. Ici, le premium, donc le discount du coup, a un petit peu baissé, donc ça c'est plutôt une bonne chose. On a perdu 1 ou 2% depuis les plus bas. Il y a un moment donné où je pense qu'on est quasiment à moins 30. Là, on est en train de se reprendre un petit peu, ça veut dire qu'il y a un petit peu de retour des institutionnels dessus. On pourra aller voir éventuellement ici au niveau du CME, donc le Chicago Mercantile Exchange, quelles sont les variations sur la journée. Et aujourd'hui, je pense qu'on est plutôt dans le positif. On est encore une fois à plus 4,77%. Hier, on était à plus 5. Donc c'est plutôt une bonne chose. Ça veut dire retour des institutionnels, puisque le CME marque aussi le besoin de l'open interest sur le CME, est un bon indicateur du retour des institutionnels sur le marché. À partir de là, on n'a pas que ça au niveau news, on va dire, au niveau du retour des institutionnels. Pour l'instant, on voit le plus gros retour des institutionnels en termes d'inflow, c'est-à-dire l'argent qui rentre, avec un plus haut depuis 3 mois. Ça faisait 3 mois que les institutionnels étaient largement sortis du Bitcoin, et là, on revient à des niveaux sur lesquels, aujourd'hui, donc dans la semaine, 200 millions qui ont été investis par les institutionnels. Ça paraît pas énorme comme ça, 200 millions, mais c'est déjà une très belle somme. Comprenez ici que ce rebond a été lancé en partie par Terra Luna qui a acheté 125 millions de Bitcoin 2 fois. Donc un retour sur une semaine de 200 millions et on commence déjà à être un petit peu conséquent au niveau retour d'argent. Et ça, c'est très très bon. À partir du moment où les milliards vont commencer à réaffluer au niveau institutionnel sur Bitcoin, on pourra faire bouger une market cap qui aujourd'hui représente pour son total, donc toutes les cryptos en même temps, quelque chose comme 2000 milliards. Vous comprenez que Bitcoin ne bougera plus jamais comme avant. Excusez-moi, je vais peut-être éternuer. Autant pour moi. Bitcoin ne bougera plus jamais comme avant. On n'aura plus les FOMO, les niveaux complètement délirants qu'il y avait pu y avoir par le passé parce que la market cap était très petite. C'était comme c'est comme quand vous investissiez sur une altcoin qui est 4 centièmes dans le top 400, etc. C'est très facile à bouger, donc forcément, les mouvements sont beaucoup plus, en termes de pourcentage, beaucoup plus importants. Aujourd'hui, bouger Bitcoin, c'est pas exactement la même chose qu'avant, avant cette arrivée des institutionnels qui a eu lieu en 2020-2021. Donc ça, c'est une chose très importante à comprendre. Donc Grayscale qui menace la SEC d'un procès, très important à comprendre. Retour des institutionnels qui nous fait un plus haut depuis 3 mois. Et moi, j'avais déjà vu les premiers signes et j'ai fait quelques vidéos là-dessus sur justement le retour de la demande institutionnelle. Je crois que j'en ai fait 2 depuis le début de la chaîne, un petit peu voué à ça. Donc celle-ci va être vouée également à cette narration. Le but ici, c'est pas de vous dire quand les institutionnels sont revenus. Alors on voyait que les institutionnels étaient revenus, c'est de vous donner les signaux comme quoi ils reviennent avant tout le monde. La deuxième chose importante à comprendre ici, c'est qu'on a aussi potentiellement un retour de Michael Saylor. Qui est Michael Saylor? C'est
MicroStrategy. Et là, je vais vous montrer une charte du coup que j'utilise parfois. Alors, je ne sais pas du tout où elle est, mais on va la trouver. Voilà. Et où c'est les points d'achat des très gros. Vous comprenez ici que Grayscale a acheté 640 000 BTC autour d'un prix de 17 000 $. MicroStrategy est autour des 30 000. J'ai utilisé cette charte pour expliquer pour beaucoup pourquoi le niveau des 30 000 était si bien défendu en fait. Donc à partir de là, il faut comprendre une autre chose. Une autre chose qui est très importante à comprendre, c'est que MicroStrategy vient d'emprunter encore 200 millions de dollars pour acheter encore plus de BTC ici. Donc, s'il rachète ici à ce prix-là, à l'instant T, il va bien sûr, on va remonter son prix d'achat légèrement au-dessus puisqu'il va lisser. Bon, c'est pas une somme énorme, 200 millions par rapport à ce qu'il a, puisqu'il a, il a plus ou moins euh, 5, entre à peu près 6-7 milliards en valeur dollar aujourd'hui. Mais 200 millions, ça peut faire bouger le marché. 200 millions, c'est possible que le marché bouge grâce à ça. Donc on a un retour sur une semaine des institutionnels de plus de 200 millions. On a Michael Saylor qui prend un crédit de 200 millions, on le sait, donc qui potentiellement va lui aussi acheter 200 millions. On a Terra Luna qui a promis d'acheter jusqu'à 3 milliards assez rapidement et qui a déjà acheté 250 millions de ces 3 milliards. Donc là, ça commence un petit peu à bouger au niveau des gros, quoi. Voilà, c'est ça que je veux vous expliquer. Là, on parle pas même pas de whales, on parle de fonds institutionnels. C'est vraiment, oui, c'est encore autre chose, si vous voulez. On va aller voir après un petit peu, on va faire un petit peu de Glassnode, je pense, pour surveiller un petit peu la santé, on va dire, de ce rebond en termes de on-chain, qu'est-ce qu'il se passe. Notamment, par exemple, une métrique qu'on pourrait aller voir sur Glassnode, ça serait potentiellement... super. Ça serait potentiellement ici, hop, le accumulation score. Voilà. Est-ce que ici on est à l'instant T en train d'accumuler ou pas? Vous comprenez qu'ici c'est une donnée qui est nouvelle qui est vraiment relativement excellente sur Glassnode, qui nous dit que quand on est dans le noir, là vraiment dans les noirs, on est sur des très fortes accumulations et ça permet de mieux comprendre les mouvements. Et puis, quand on repasse ici sur des zones un petit peu plus tempérées, là, vous voyez ici le trend score entre 0 et 1, eh bien, on est sur une accumulation un peu plus faible. Donc, dans ce range, on était sur une accumulation relativement faible. Et là, vous comprenez qu'on passe à un très fort niveau d'accumulation. On repasse ici à nouveau dans le violet. Et ça, c'est très important à comprendre. Ici, il y a beaucoup de gens qui ont acheté le top et c'est ce que je vais vous montrer après. Je vais mettre en pause une petite minute pour vous préparer une autre chart. Donc voilà, excusez-moi, ça m'a pris un certain temps pour retrouver la charte. Ici, qu'est-ce que c'est? C'est les bitcoins qui n'ont pas bougé depuis plus d'un an. On est ici actuellement quasiment à 11 millions de bitcoins, donc 63% de l'offre. On est à un plus haut historique de bitcoins qui n'ont jamais bougé depuis plus d'un an. Ça, c'est très important à comprendre parce qu'on est sur un comportement, vous le comprenez, de holder. Ça fait plus d'un an que certains des bitcoins qui sont sur le marché n'ont pas bougé. Donc ça veut dire qu'ici, on n'a que sur le marché que des mains fortes qui ne vont pas vendre, a priori, qui ne vont pas mettre à la vente. En tout cas, pour 63% de l'offre, qui est quasiment un all-time high ici. Donc au niveau comportement de marché, ça c'est très sain. C'est un comportement de bottom en fait, qu'on trouve là, si vous voulez. C'est un comportement d'accumulateur. Voilà, donc c'est une très bonne chose pour le marché. On va faire plusieurs charts comme ça, je pense, Glassnode. Là, on est sur quoi? Il faut que vous le voyez comme un petit peu un volume profile, mais inversé, c'est-à-dire qu'au lieu d'être comme ça, le volume profile, il est comme ça. Donc, vous avez le volume qui a été tradé dans toutes les zones de prix ici. On a enlevé les exchanges et on garde ici, enfin, on va regarder ici principalement que les short-term holders et les long-term holders. Ici, on voit quelque chose d'un petit peu dangereux. C'est qu'en fait, beaucoup de short-term holders ont accumulé, vous le voyez ici, entre 38 000 et c'est normal, c'est le range qu'on a fait dernièrement, entre 38 000 et voilà, 42, 43, je dirais quelque chose comme ça. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment comprendre, qui est relativement dangereux parce qu'on peut avoir peur que ces gens qui sont plutôt short-term, qui ont ces bitcoins depuis moins de 155 jours, soit plus en position de les vendre à break-even. C'est-à-dire, ici, il y a une redistribution entre 38 et 45 000 dollars des long-term holders qui, pour certains, ont capitulé sur les short-term holders.
Donc tous les coins qui sont récents ici, vous comprenez que ils ont été principalement tradés. Et là, je ne peux pas zoomer, mais ils ont été principalement tradés depuis ici l'ATH, sur toute cette descente-là et ce range-là. Donc ça, c'est très important à comprendre. Ici, on vient de sortir un petit peu de ce niveau-là. Et là, on a vraiment des gens aussi qui ont gardé des coins achetés à perte. Quand je vous montrais le accumulation score ici sur Glassnode, ici, vous voyez que ces gens-là, là, il y a une énorme accumulation sur la descente, le début de la descente, vous comprenez? Et il y a une partie de ces gens qui ont revendu ici à des short-term holders, ça c'est une évidence. Short-term holders voulant dire des gens qui ont acheté des coins très jeunes. Et il y en a une autre partie qui est tellement diamond hands, qui est tellement holders, qu'elle ne les vend pas. Donc ça c'est important à comprendre. Ici, excusez-moi pour ça, il faudrait que je retrouve ma chart peut-être, ce serait pas mal. Hop. Voilà. Donc du coup, ça c'est très important à comprendre. On a un danger ici, moi je trouve, qui est que beaucoup de coins ont été achetés dans cette zone de prix du dernier range et ils sont très jeunes. Donc peut-être que les gens qui ont acheté à 38 ici, par exemple, vont prendre très vite profit en se disant, ok, bon moi c'est super. Et peut-être que les gens qui avaient acheté à 45 sont déjà en train de vendre aussi en se disant, oulala, je me suis fait peur. Donc ça c'est quelque chose qu'on surveillera vraiment de près. Mais pour moi cette charte, elle est bien évidemment pas très bullish. On sait qu'on a eu beaucoup d'échanges ici dans la zone des 30-35 000 des 38 à 45 000 dollars. Deuxième chose ici, et qu'est-ce qu'on regarde là? Là, on va dire que c'est le coût d'achat de la plupart des coins qui sont, oui, ça, le coût, la base de coût de la plupart des coins qui sont en circulation. Ici, elle a été divisée au niveau des long-term holders. Vous comprenez qu'ils tiennent depuis beaucoup plus longtemps. Donc, ce sont des gens qui ont accumulé à des prix beaucoup plus bas. Les short-term holders, c'est la trend ici, vous voyez en rose, et la trend du milieu, c'est la moyenne, on va dire, voilà, c'est la realized price, c'est-à-dire quel est le coût, de réaliser, à quel moment ces coins ont été achetés, bien entendu. Ici, vous comprenez que on a ici une petite capitulation des long-term holders. C'est quelque chose qui est relativement nouveau là ici sur cette fin de range. C'est que certains là ici disent bon bah ok je sors en profit puisque vous voyez que la droite est au-dessus du prix. La deuxième chose importante à voir aussi, c'est que on est très souvent en bull market très long et c'est normal quand les coins des short-term holders sont toujours en profit. Le prix est au-dessus de cette ligne. Quand on passe en dessous, vous comprenez qu'ici on se cogne la tête, ici on se cogne la tête, ici on se cogne la tête. Et pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sur leur base de coût, ici, les gens qui ont eu vraiment peur ressortent ici de ces niveaux-là. Et là, on arrive pile poil à tester exactement ça, c'est-à-dire est-ce qu'on est en bear ou est-ce qu'on n'est pas en bear? Le moment où ces gens-là vont essayer de sortir à break-even sera très dangereux. Et c'est le moment actuel. C'est-à-dire que là, on retouche ici cette trend. On est légèrement au-dessus, mais c'est exactement ce qu'on avait fait là ou là, par exemple. Donc, s'il devait y avoir un rebond technique, il y aurait une possibilité qu'il s'arrête là. Enfin, je veux dire, il pourrait y avoir plusieurs rebonds techniques, comme ici, mais le prix, vous voyez ici, continue à descendre. À chaque fois que la droite croise cette droite-là, et puis ensuite vous avez une grosse capitulation, et puis ensuite ça recroise violemment pour repartir sur un nouveau bull, et ainsi de suite. Néanmoins, moi, avec tout le fondamental que je vois et la santé du réseau que je peux voir ici, je pense qu'on peut recasser ici et repasser en bull market, un petit peu comme ce qu'on avait fait là. Bon, alors c'était sporadique et temporaire, mais on l'a fait quand même. Donc voilà, très important ici de voir le comportement. Ça, c'est le volume d'âge des coins. Bon, ça, on va peut-être pas le regarder parce que sinon, on va y passer beaucoup de temps. Ici, ce sont les bandes de profit et retour sur les exchanges, c'est-à-dire avec une moyenne de 30 jours. Vous voyez qu'on est loin des niveaux de capitulation qu'on avait pu avoir en 2018 ou alors encore pendant le crash Covid en mars 2020 où on était sur vraiment de la vente à perte. Ça signale qu'il n'y a pas eu de check-out énorme, comme on a pu avoir avant, etc. Il n'a pas eu lieu, donc il peut avoir lieu, mais ça signale aussi que le comportement ici des acteurs qui sont sur le terrain à l'instant T, je vous l'ai montré tout à l'heure, je vous ai montré qu'on avait 63% de coins qui n'avaient pas bougé depuis plus d'un an, donc on avait des gens qui avaient un comportement de hold, qui holdaient beaucoup, qui gardaient leur Bitcoin, qui ne voulaient pas les vendre, quelle que soit l'action de prix, donc pas de place pour la capitulation ici, potentiellement que ça c'est une très bonne nouvelle et que c'est très très bon.
On pourra dire, bah, il ne s'est pas passé la même chose que ces grands épisodes de capitulation précédents. Donc, il n'y a pas eu vraiment ici de bear market. Je parle plutôt, moi, d'une structure d'accumulation. Vous le savez, ici, je vois plutôt une structure géante d'accumulation. Néanmoins, bah, chacun son avis, bien entendu. Ici, bon, on va dire que c'est un petit peu l'inverse de la charte que je vous ai montré tout à l'heure, donc on va passer dessus aussi. Ici, bah, c'est le ratio des holders, on va appeler ça comme ça, c'est-à-dire, vous comprenez ici que ce ratio est en train de diminuer et on est plutôt sur des tops de marché quand ce ratio est très haut. Et là, on a, on va dire, quand même une diminution bien plus importante que les diminutions de prix. Donc là, à l'instant T, on peut dire aussi que ce marché est complètement holdé. Ici, c'est le même graphique que ce que je vous montrais tout à l'heure, mais en un petit peu plus rapproché, c'est-à-dire qu'on a quasiment bientôt un all-time high comment dire, de coins qui n'ont pas bougé depuis plus d'un an. Ici, c'est toujours le même avec le prix ici auquel on est. C'est un petit peu le volume profile où vous pouvez comprendre où ont été accumulés la majeure partie des coins en circulation. Et vous voyez que le range qu'on vient de faire là ici a placé une nouvelle grosse base en dessous de nous où il y a eu beaucoup de business. Donc ça, c'est très intéressant à regarder aussi. J'espère que cette petite session Glassnode vous aura plu. Ensuite, on va éventuellement passer sur l'order flow, puis on va clôturer cette vidéo. Alors, l'order flow, on va aller voir notre ami déjà la baleine qui a refait une petite vente là aux 44 000, mais non, c'est celle que j'avais déjà analysée, hier. 44, oui, c'est ça. Donc, du coup, voilà, et pas d'achat à l'instant T et qui est plutôt ici en distribution, cette grosse adresse-là. Ensuite, l'order flow, ben, on regarde tout simplement le carnet d'ordre. Bon, en gros, il n'y a pas trop d'évolution. Un petit peu d'ordre à la vente qui sont rajoutés ici. Un petit peu d'ordre à l'achat sous cette bougie-là, mais qu'on avait déjà plus ou moins identifié. En tout cas, c'est plutôt pas très rempli au nord et plutôt vide au sud, hein. Vous comprenez ici que personne n'est positionné à la vente et tout le monde est plutôt positionné à l'achat en dessous. Voilà. Les options, bon, on les regarde tous les jours. Je pense qu'on est toujours sur un max pain price pour ce vendredi, donc dans 2 jours à 1er avril. 20 000 bitcoins, mais spring price à 42, donc tout ça n'a pas trop bougé. Ici, on va aller voir un petit peu ce qui s'est passé sur l'order flow en 5 minutes, sur tout ce qui est données de liquidation. Vous voyez qu'ici, on a déjà nettoyé beaucoup de monde, et ça, c'est plutôt une bonne chose, avec juste ce tout petit dip. Donc, on est en train de prendre ce niveau-là. Est-ce que ça va continuer ici à l'instant T? Bah oui, on pourrait au moins aller chercher des niveaux autour des 46, hein, comme faire une plus grosse correction. Moi, j'avais annoncé une plus grosse correction. Je pensais qu'on allait faire un deleveraging un petit peu sur le modèle de ce qu'on avait pu faire là où beaucoup de monde était rentré, par exemple. Donc, une action de corriger un petit peu les leviers. Là, ce niveau a été pris d'ailleurs aussi en longue. Ici, on a un niveau de short qui sera pris. D'ailleurs, je fais les niveaux en même temps. Donc là, ce niveau-là aura des bonnes chances d'être pris aussi. Et ici, on était principalement sur du long avec énormément d'ouverture de contrats. Vous voyez, sur toute cette montée-là, vous comprenez là, pas mal de contrats qui s'ouvrent et le funding qui est à la descente, mais qui reste quand même positif. Donc ici, on saura que principalement, il y a eu des shorts ouverts, mais que principalement, c'est quand même du long qui s'est ouvert en levier. Donc maintenant, on aura une nouvelle poche autour des 47 à prendre dans l'immédiat assez rapidement si le prix décide de le faire. Sur iBlock, et là désolé, j'ai pas refresh depuis hier, mais on va se faire ça tranquille. Sur iBlock, ben, on a toujours ces grosses positions qui n'ont pas été nettoyées là. Vous comprenez ici, je vous annonçais peut-être potentiellement un petit dip autour des 44. On a énormément de longueur sous les pieds. Donc on est à 15 milliards dorénavant. On a nettoyé quand même un petit peu avec juste une toute petite action de prix. Donc ça, c'est étonnant. Ça veut dire que là, ici, iBlock s'est trompé. Il y avait plus de gens garés ici où il y a des gens qui ont peut-être potentiellement fermé des positions en voyant le prix se retourner. iBlock ne peut pas voir les positions qui se sont fermées ou ouvertes. Néanmoins, cette très grosse position-là qui a été posée ici, soit elle a suffisamment d'argent ici pour repousser le prix vers le haut, soit cette personne a suffisamment d'argent pour faire gagner son long de manière artificielle, soit on viendra probablement cueillir cette position ici, et ça serait plutôt sain de le faire, hein. Ceux qui sont habitués à Bitcoin sont habitués à des petits mouvements comme ça où on casse, et puis finalement, en fait, on retrace assez rapidement de manière à nettoyer.
Ensuite, sur Kingfisher, donc on voit cette nouvelle poche de liquidité que je vous avais dit autour des 46, qui sur Kingfisher ici n'apparaît pas énorme. Et on voit bien sûr ces deux grosses poches de liquidité jusqu'au 42. Pour moi, on a ici une jolie poche au 39 ici. Pour moi, elle est plus haute que ça, mais bon, c'est pas ce que nous dit nécessairement Kingfisher. Mais moi, je me rappelle que j'avais identifié ici un énorme niveau au 39. Donc voilà, on aurait en soi pas mal de monde à nettoyer, à faire un petit dip, même quasiment à redescendre au 42. Est-ce que le prix va le faire pour autant? Ben non, si jamais on a énormément d'achats au spot, ça va coûter trop cher. Ça va coûter trop cher d'aller chercher ces poches de liquidité. Les market makers qui sont payés ici pour bouger le prix et nettoyer toutes ces liquidités-là, donc prendre les liquidations de tous ces gens-là, ceux qui sont payés pour le faire puisqu'ils ont pris un contrat contre vous, donc il y a un moment donné où ils ont l'argent pour bouger le prix, mais si jamais il y a trop d'achats au spot, spontanément, là on est sur les dérivés, et si jamais il y a trop d'achats au spot, ils ne pourront pas faire ça. Vous comprenez ici aussi que ceux qui étaient par exemple en short, pour certains, ont pu fermer leur position, et quand vous fermez votre position, comment ça se passe quand vous shortez par exemple? Eh ben, tout simplement, si je short, je vais dans le premier clic, celui où je clique shorter le marché, je vais vendre un BTC, enfin, je vais emprunter un BTC à l'exchange et je vais le vendre dans le même temps. Donc du coup, en fait, j'ai emprunté un BTC que j'ai vendu. Mon but étant que le prix diminue. Le prix aura diminué au bout d'un certain temps. Et en clôturant ma position, qu'est-ce que je fais? Ben, tout simplement, je rachète un BTC, donc à un prix plus bas, et je le rends à l'exchange. Et j'empoche ensuite la différence. C'est ça qui fait le mécanisme de vente à découvert. Donc quand je clôture une position en short, je fais un achat. Quand j'ouvre une position en short, je fais une vente au spot. Quand je clôture une position en short, je fais un achat au spot. Donc c'est très important ici de comprendre que beaucoup de gens ont certainement pris peur également sur ce mouvement et ont donc fermé des shorts qui étaient en position. Donc ils ont été obligés de racheter des BTC en clôturant leur position en fait. Donc ça c'est très important ici de voir que sur ce type de mouvement-là, voilà, sur cette charte-là, sur ce type de mouvement-là, on a aussi des positions qui se clôturent qui étaient au-dessus et qui font artificiellement monter le prix sans qu'il y ait réellement de volonté d'achat au spot. Voilà, c'est ça. Donc, si jamais on voulait nettoyer là ici, ça pourrait être trop cher d'y aller. Néanmoins, et si jamais à un moment donné l'opportunité se présente, via une narration, via un sell-off, une narration qui est, on va dire, comment dire, qui est propice, eh bien à ce moment-là, le prix pourra décider de le faire. On va faire ça. Je vais terminer également sur ce projet ici du Parlement européen, à nouveau qui fait des siennes au niveau vraiment capacité cognitive et on est vraiment sur des dirigeants qui comprennent pas grand-chose du coup. Mais globalement, ici, il y a une volonté de réguler les cold wallets de la part du Parlement européen. C'est pas vraiment dit comme ça, mais entre les lignes, ce qui peut être lu, puisque c'est toujours dans la ligne du MICA, de ce que doit faire le MICA, on veut réguler un petit peu cette industrie avant qu'elle ne rentre en Europe. Donc après-demain, jeudi, le Parlement européen va discuter de une loi sur le blanchiment d'argent, voilà, qui serait en fait en train qui serait principalement axé sur les cold wallets. Qu'est-ce que c'est qu'un cold wallet? C'est tout simplement votre wallet MetaMask, le moment où votre wallet sort des exchanges et que vous faites le transfert pour le mettre sur un portefeuille froid, cold wallet, voilà, donc une tierce partie. Ça peut être également un ledger, donc ça peut être un hardware physique ou ça peut être un hardware, un wallet Coinbase aussi, et c'est un cold wallet, c'est Coinbase qui vous propose de sortir de Coinbase et puis d'être sur leur propre wallet. C'est par exemple pour le e-gold, l'application Maillard, je crois, c'est ça? Ou, oui, je crois que c'est Maillard. L'application Maillard qui vous permet aussi d'avoir vos e-gold directement avec vos propres clés. Et ici, on nous dit que dans le projet, en fait, il s'agirait de vous obliger à donner votre identité quand vous envoyez de la crypto de votre cold wallet vers un exchange ou à l'inverse aussi que les transactions soient traçables. Et il faudrait pour cela obliger les exchanges à vous formuler votre adresse de cold wallet.
ça représente un coût assez énorme pour les exchanges de le faire. Donc tout simplement, peut-être que les exchanges, au bout d'un moment, vont dire, eh ben nous, on n'accepte pas les transactions qui viennent de cold wallet, puisque ça nous coûte trop cher de le faire. Il y aura bien évidemment des gens qui seront spécialisés là-dedans, si jamais ça arrive. Néanmoins, vous perdez ici toute forme d'opacité pour vos wallets. Vous perdez complètement cette opacité-là. Et ça, c'est plutôt une mauvaise chose en l'occurrence, parce que ça crée des barrières à l'entrée, ça crée des freins pour Bitcoin. Ici, c'est pareil au niveau des transactions. Il y aurait a priori un threshold, donc un niveau minimum de 1000 euros sur lequel vous devriez, comment dire, déclarer votre wallet. Donc à partir du moment où une transaction fait plus de 1000 euros, à partir d'un wallet qui est donc un wallet hors exchange, à ce moment-là, l'exchange sera forcé vous demander un KYC, donc un Know Your Customer, c'est-à-dire une procédure comme vous avez fait quand vous avez ouvert, je sais pas, votre compte sur Binance, Coinbase, etc., c'est-à-dire scanner votre passeport, etc. C'est pas du tout arrangeant cette histoire parce que c'est vraiment stupide de faire ça. Ça freine déjà l'adoption des cryptos, ça rajoute des freins à l'entrée. C'est pas du tout une bonne narration, donc on vérifiera bien que le 31 mars, donc après-demain, tout ça, quel sera exactement le projet qui sera en cours de route. Vous comprenez ici que qu'est-ce qui se passe? Le problème qu'ils ont, c'est qu'ils veulent pouvoir tracer toutes les transactions. Le problème qui se pose aussi, c'est qui va protéger ces données. C'est-à-dire que les exchanges vont devoir protéger les données de votre cold wallet. Imaginons que je suis, je ne sais pas moi, un politique, par exemple, important, et que le nombre de bitcoins que j'ai sur mon wallet fuite, c'est tout le secret bancaire, en fait, qui s'envole. Et ici, à l'heure actuelle, ça va coûter vraiment beaucoup d'argent pour les exchanges de protéger ces données-là. Donc la vraie question, elle est là. Donc mettre un petit peu, surtout que l'Europe n'est vraiment pas un énorme marché sur les cryptos pour le moment. Donc du coup, ça serait plutôt le fait de dire, bah, tout simplement, déjà que le MiCA va leur faire passer des sortes de passeports européens, etc. Beaucoup, ça va être un petit peu un chemin de croix pour eux pour être acceptés comme une plateforme européenne, avoir le passeport de l'exchange, et bien là, du coup, on rajoute encore quelque chose sur ces pauvres exchanges qui essayent de faire, enfin, ces pauvres exchanges, je me comprends, ils ne sont pas pauvres, mais voilà, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas génial, pas très bien pensé, et visiblement très mal expliqué, y compris par moi, vous le voyez. Donc du coup, voilà, tout simplement, ils essayent de réviser ici une régulation de fonds de transfert et c'est très important de suivre ce sujet-là, à mon avis. Voilà, donc c'était plutôt un gros point fonda là pour le coup. On a fait très peu d'actions de prix, on a fait très peu d'indicateurs, on a fait très peu de choses comme ça, parce que tout simplement on l'avait fait hier. Ici, sur simplement les indicateurs de momentum, pas de divergence notable entre ce que fait le prix et ce que fait le RSI. Ici, vous comprenez qu'on est en train de casser un W là. Vous voyez que j'avais noté ce niveau-là. On est en train de refaire encore un nouveau W sur le MACD. Et puis sur le Market Cipher, on voit que l'argent recommence à rentrer ici massivement, notamment sur cette inflow dont je vous parlais, inflow de la part des institutionnels, je pense principalement. Néanmoins, on n'a toujours pas ici de point de vente qui s'affiche là sur le Cypher. Donc pour l'instant, bon, bah, on peut rester un petit peu dans cet état pendant un petit moment. Éventuellement, quelque chose qu'on pourrait rajouter ici, et c'est un indicateur que moi j'aime bien, c'est Williams. On pourrait le faire pour avoir un signal ici un petit peu plus rapide si jamais le prix venait à se retourner, c'est-à-dire qu'on sorte d'un état dans lequel on est là. Je le rajouterai, je pense, demain. Ici, au niveau structure, en tout cas, c'est très joli. Vous voyez qu'on fait un W ici. À l'intérieur de ce W, un petit W. Ici même, encore un W. Et là, on est potentiellement en train de valider, peut-être, un nouveau plus haut par rapport à ce point-là. Niveau qui est difficile à prendre, parce que vous voyez qu'on a pas mal de business là, dans cette zone de prix. Vous comprenez qu'on est... Alors, je ne sais pas si vous voyez bien du coup, mais ma charte elle est très chargée. On va peut-être enlever les indicateurs, ça va être plus simple.
Ici, là, vous voyez qu'on commence à buter sur une zone où il y a déjà eu pas mal de business qui a été fait. Et c'était quand? C'était sur cette période-là. Je vais vous les dessiner comme ça au moins. Sur cette période-là, là, il y a eu pas mal de business dans cette zone. Et sur cette période-là, vous voyez que c'est une zone qu'on a très peu traversée en ligne droite comme ça. Donc, on le voit ici sur le volume profile. Là, vous voyez qu'il y a une bosse. Oula. Vous voyez qu'il y a une bosse. À chaque fois qu'on est passé dans ces zones de prix, là, autour des 50 000, on a quand même fait pas mal de business dans toute cette zone-là. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, il y a déjà des gens qui ont acheté ces zones. Il y a déjà des gens qui ont vendu ces zones. Et historiquement, quand vous avez déjà tradé une zone, on va dire que vous allez pas toujours répéter les mêmes opérations, etc. Donc, ça veut dire c'est quelque chose de tout à fait humain soit, par exemple, si vous aviez acheté pour ceux qui avaient acheté ici, bah, de ressortir ici à break-even, donc au point mort par exemple, ou alors tout simplement si vous avez déjà acheté ici, que vous avez vu le prix descendre et que le prix là est en train de remonter, vous n'allez potentiellement pas racheter ce niveau-là. Donc c'est pour ça que les niveaux de volume profile assez importants sont plus difficiles à passer par le bas. Euh, voilà, je pense que c'est tout ici. Vous comprenez un petit peu la psychologie du truc. J'espère que le son n'était pas trop dégueulasse. Voilà, vidéo un peu tardive. Désolé, j'ai eu une grosse journée. Si vous avez réussi à regarder cette vidéo jusqu'à la fin, eh ben, donnez-moi ici le titre de ce film. Donnez-moi le titre de ce film et comme ça, on discutera un petit peu d'autres choses. Si jamais quelqu'un a déjà donné le titre de ce film, mettez-moi le titre de votre film préféré dans les commentaires. Ça s'appelle les commentaires à la con et c'est quelque chose que j'aime bien faire puisque comme ça, je vois que vous avez vu la vidéo jusqu'au bout et ça nous permet de créer du lien autour d'autre chose que du trading. N'oubliez pas que vous pouvez vous abonner. Si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à aller vous abonner sur le Discord dont le lien sera en description. Et puis également mettre un like, éventuellement un petit commentaire sympa, vous abonner et activer la cloche des notifications pour être au courant de toutes les vidéos que je fais. Globalement, on essaye d'avoir de la régularité et de faire une vidéo par jour, sauf les jours où vraiment ça n'est pas possible. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une très bonne soirée. À bientôt.